La hausse des prix maintenant dure depuis 5 mois. Alors c'est intéressant de regarder cette progression depuis le mois de janvier. Et ça a un impact vraiment très sérieux sur le porte-monnaie des consommateurs, puisque Nielsen l'a évalué à 90 €, qui se répartit d'ailleurs en 3 parties. Sur ces 90 €, il y en avait 27 pour les dépenses de carburant, donc c'est des dépenses supplémentaires par rapport à une période normale, 32 € pour la facture énergie, et puis 31 € de dépenses alimentaires. Pour l'instant, je le répète, 90 €, c'est la hausse moyenne pour le porte-monnaie des Français. Alors, on arrive, on fait répartir l'augmentation. Ça va continuer dans tous les domaines? Oui. Ça va se diffuser. Ça va se diffuser parce que l'inflation, en fait, on peut la regarder avec des chocs de prix, comme vous les avez évoqués, là, sur les carburants, sur l'énergie, sur l'alimentation. Mais surtout, il faut voir l'inflation comme une mécanique. Avec une mécanique, avec des engrenages, avec des éléments qui s'enchaînent. Sauf qu'on n'a pas la carte de cette mécanique préalablement. Et en fait, on ne sait jamais exactement où vont s'arrêter les engrenages. Ce qu'il faut regarder, là, il y a un point qui n'est pas évoqué, c'est ce qui est en train d'augmenter actuellement. Ce sont les prix des produits manufacturés, ce sont les prix des services également. Le papier a triplé, il paraît. Exactement. Et donc, on est en train de déborder d'une inflation qui était très localisée sur des chocs de prix, de l'énergie, vers une gamme beaucoup plus étendue, beaucoup plus générale. Moi, à l'école, on nous expliquait que l'inflation, c'était en fait quand l'offre était supérieure à la... Enfin, donc la demande est supérieure à l'offre. Oui, c'est effectivement le cas. En fait, on a dans l'inflation un peu l'expression de l'effet papillon, si vous voulez. Il faut aller chercher l'arbre des causes, d'où est partie cette inflation. Parce que ça faisait des années que les banques centrales, donc ceux qui gèrent la monnaie en Europe, aux États-Unis, essayaient de ranimer l'inflation. Il n'y avait pas assez d'inflation. On était sur une inflation très basse. Même en déflation. Et même en déflation. Mais l'inflation, c'est un peu comme du ketchup, si vous voulez. Vous secouez le tube de ketchup, il ne se passe rien jusqu'au moment où ça se répand. Et on est un peu dans cette période où on a essayé de faire sortir le ketchup et où, voilà, maintenant, il est venu en grande masse. Alors, il y a plein de gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui ont profité avant l'inflation pour emprunter à des taux défiant toute concurrence. On a emprunté à 0,8, à 0,9. Alors, est-ce que ces gens-là vont être impactés ou est-ce qu'ils ont eu... on ne va pas leur changer leur... Non, sauf si c'est un taux variable. Non, si le contrat était... Si c'est un taux variable. S'ils sont un taux variable, oui. Entendu. Ah oui, d'accord, un taux variable, ça a changé. Mais ceux qui ont justement emprunté à 0,8, 0,9 sont plutôt des gens qui sont gagnants, si tant est que les revenus suivent les prix. C'est là toute la question, parce que si vous avez les revenus qui vont suivre l'inflation, et c'est là que l'on passe dans cet engrenage, dans cette mécanique inflationniste, si les revenus suivent l'inflation, alors à ce moment-là, vous supportez un taux d'intérêt à 0,8, 0,9, avec un revenu qui progresse de 3 à 4%, eh bien, vous êtes gagnant. Donc on est perdant. Pour les gens qui nous regardent pareil, est-ce que l'État va indexer tout ce qui est SMIC à l'inflation? Alors, le SMIC est indexé sur l'inflation. C'est récent, hein? Oui, mais en fait, non, c'est une règle qui vaut... C'est une règle, oui, c'est une règle automatique. C'est automatique. C'est automatique, il y a une indexation pour le SMIC. D'ailleurs, c'est le seul salaire qui est indexé sur l'inflation. Les autres salaires vont évoluer. Si Cyril là, nous regarde, par exemple, nous dire qu'il y a 7% d'inflation qu'il faudrait indexer... Non, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'est pas obligé. Parce qu'on n'est pas payé au SMIC. Alors, il y a le de juré... Donc les textes et ce qui se pratique dans la réalité. Et en fait, quand vous regardez la manière dont se fait l'inflation, dont se font les évolutions de salaire, c'est en réalité une réaction à l'inflation qui est constatée. Alors la conséquence de l'inflation, c'est que les gens cessent en fait de consommer, donc c'est un cercle infernal, c'est-à-dire que voilà, on consomme moins. Alors on a une explication. Il n'y a plus grand-chose à acheter. Bah oui, et on va regarder Apolline et on va regarder ce que les Français ne consomment plus. C'était Apolline de Baner, regardez. Les Français boudent surtout le chocolat en tablette dont les achats chutent de plus de 10%, les épices de 12%, mais aussi les pâtes avec moins 9%. Pour limiter la flambée du prix de leur caddie, les consommateurs achètent moins. Un phénomène qui touche particulièrement les foyers modestes qui sacrifient en premier les achats d'alcool jusqu'à moins 15% selon l'étude, mais aussi les jus de fruits, moins 10%, ou les poissons, moins 16%. Alors les clients changent de magasin pour faire leurs courses. Les enseignes de discount ont vu leur fréquentation augmenter. Les Français seraient aussi sur les promotions. Elles représentent désormais plus de 21% du chiffre d'affaires de la grande distribution contre 19% avant la fin de la crise sanitaire. Donc là, on voit déjà les conséquences directes sur la consommation, donc quelque part la croissance. Parce qu'il y a en bout de piste, j'ai envie de dire, il y a ce problème, parce que si on n'a plus de croissance, qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, c'est une adaptation des comportements, ça avait été bien résumé, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un produit bio, eh bien, on va acheter une marque de distributeur, par exemple, pour un produit alimentaire.
Pour des vêtements, bien, ça va être le développement de ce qui était déjà en cours, le développement de la seconde main, le développement des vêtements d'occasion. Enfin, il y a tout un ensemble de mécanismes qui vont se mettre en place, des adaptations de la part des consommateurs, mais qui, in fine, oui, va se traduire par moins de consommation et un peu moins de croissance. Oui, on n'arrête pas de justifier cette inflation par la guerre en Ukraine. Mais est-ce qu'au final, la guerre en Ukraine, elle n'a pas bon dos et que ça ne profite pas aux industriels qui en profitent peut-être pour augmenter les prix de manière exponentielle alors que les matières premières n'augmentent pas forcément? Elles augmentent les matières premières. Le blé augmente. Non, mais pas toutes. Oui, mais il y a des industriels. cette année. Voilà, les noix, par dernière. exemple, ça a augmenté, je crois, de manière exponentielle alors que les matières premières n'ont pas augmenté, elles. Exactement. La guerre en Ukraine est un amplificateur d'un mouvement qui était déjà là. Quand vous regardez le cours du blé, il n'a pas attendu le conflit en Ukraine pour flamber. Et c'est là que justement on revient un peu sur tous les enchaînements qui se sont mis en place depuis. Il ne faut quand même pas oublier qu'on sort d'une période assez exceptionnelle qui s'est appelée le Covid, la période de confinement, pendant laquelle on a mis l'économie à l'arrêt. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure les déséquilibres entre offre et demande, et bien c'est exactement ce que l'on a vécu. On a eu un déséquilibre qui a été très important entre la capacité à produire, parce que les gens étaient chez eux, n'étaient pas en capacité de produire, et puis une demande qui a été préservée. Une demande, l'année dernière, en 2020, l'activité a reculé de 7%, mais le revenu des ménages a progressé. Donc ça veut dire que la production était en retrait, mais la capacité à dépenser était encore là, avait été préservée. Donc au bout d'un moment, ça... Là, ils ont expliqué que beaucoup de Français avaient profité du Covid pour épargner beaucoup. Il y avait une vraie réserve d'argent, donc une réserve de croissance. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette réserve d'argent vient dans le circuit ? A priori, non. Pas encore, ça n'est pas le cas. Ou alors, si elle revient dans le circuit, elle revient sous une forme contrainte, justement, pour faire face à la hausse des prix et non pas pour augmenter les achats. Ce qui fait la croissance, c'est pas l'évolution du prix. Ce qui fait la croissance, c'est la quantité de ce que l'on va acheter. Et là, on tape dans les pattes pour voir... on l'a vu, ça concerne tout. La viande surgelée, plus 18. Les pâtes, plus 15. La viande hachée, plus 14. Pâtes, pizza, etc., pâtes brisées, plus 12. Farine, plus 11. Bon, tout ça, pour les restaurateurs, ça, c'est terrible parce que... moi, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui disaient que maintenant, pour se fournir, c'était absolument terrible et vraiment, ça coûtait 2 à 3 fois plus cher et que du coup, ils étaient obligés d'exercer des prix beaucoup plus élevés. Donc voilà, même pour les vacanciers, c'est terrible parce que l'avion coûte 3 fois plus cher, c'est fou. Enfin, imaginez une famille qui essaye de partir en vacances. Là, il a dit, c'est l'effet ketchup. En fait, c'est en train de se diffuser partout. On va le voir, même pour le prix de l'eau. Le prix de l'eau, voilà. L'eau, a priori, on ne pouvait pas penser que ça allait être impacté. Eh bien, si, regardez. Le produit le plus vendu en supermarché. La bouteille d'eau la moins chère aussi. Mais Cristalline va augmenter ses prix. Plus 10%. Une eau à bas coût dont le prix n'avait pas bougé depuis près de 20 ans. Alors pourquoi une telle augmentation ? D'abord, ces petites billes de plastique qui valent aujourd'hui de l'or. Matière indispensable pour fabriquer les bouteilles, le prix du plastique flambe. Plus 39% à l'automne dernier. Autre raison, avec la hausse des prix du carburant, transporter la marchandise coûte forcément plus cher à l'entreprise. Elle va donc répercuter ses coûts sur les distributeurs. Donc là, on a compris que ce n'est pas l'eau qui augmente, c'est le plastique. Donc ça va être pareil pour la rentrée, les stylos billes en plastique, les cahiers de classe, c'est du papier, donc ça a flambé, donc ça va se répandre partout. Est-ce qu'il y a un secteur ou des produits qui ne vont pas être impactés ? C'est difficile à apprécier, parce que il y a différents mécanismes qui vont jouer. Là, ils sont bien résumés. C'est effectivement le prix de la matière première qui va induire une répercussion de la part de l'industriel dans les prix. Mais vous avez d'autres activités. Il ne faut pas oublier que la moitié de ce que les ménages consomment, en fait, quand on regarde la composition d'un budget des ménages, la moitié de ce que l'on consomme, ce sont des services. C'est les assurances, c'est le loyer, c'est le coiffeur, c'est les frais bancaires que l'on peut avoir, tous les abonnements que l'on prend. Et donc, a priori, il n'y a pas beaucoup de matières premières dedans. Eh bien, en fait, les évolutions de prix vont concerner aussi ce type de service, ce type de produit, parce qu'ils vont réagir beaucoup plus à l'augmentation des salaires qui, elle-même, vient en réaction à l'inflation qui s'est installée sur les matières premières. Vous avez vraiment l'engrenage. On n'est pas obligé d'augmenter les salaires, vous avez dit, à part le SMIC qui est indexé. Oui. Donc, c'est pas obligatoire, ça. Non, mais alors, justement, ce qu'il faut regarder dans ce cas, ce sont les autres évolutions de salaire. Et vous avez notamment ce que l'on appelle les minima de branche. Les minima de branche, c'est ce qui vient de la négociation qui se fait dans les entreprises et dans les branches professionnelles, avec les syndicats. Le minima de branche, il progresse de 3% au premier trimestre. 3%, c'est une progression que l'on n'avait jamais vue par le passé. Et surtout, les minima de branche, ils réagissent en fonction de l'inflation qui a été constatée. C'est-à-dire... En général, ça se fait, ces négociations, elles se font à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année dernière, on avait 3% d'inflation. Il y a eu 3% d'augmentation des minima de branche. Là, on est à 5%. 5,7 5,2. Ça dépend de l'indicateur. Je vous laisse 0,5. Voilà. Merci. Si vous voulez, on peut les partager. Mais on va être à
peut-être à 5% à la fin de l'année 2022. Et donc, les prochaines négociations de branche risquent de faire sur un niveau de salaire. Alors, Cocorico, on est les meilleurs pour l'instant dans la gestion de cette inflation. Par rapport aux pays européens. L'Allemagne est devant nous, l'Italie, l'Espagne, aussi pareil. On est les meilleurs pour deux raisons principales. Cela tient à notre mix énergétique, à l'énergie que l'on utilise, et on a plutôt plus d'électricité et plutôt de l'électricité nucléaire que les autres pays européens qui dépendent plus du gaz et du pétrole. Et donc le prix du gaz et du pétrole a plus flambé que ne l'a fait le prix de l'électricité, même s'il a monté. Donc ça, c'est l'aspect mix énergétique. Mais surtout, on est beaucoup plus intervenu en termes de finances publiques pour maîtriser les prix. C'est notamment le plafond qui a été mis au prix du gaz dès le mois d'octobre. Ça a été également les 18 centimes. Alors, il y a des gens qui ont expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, que cette politique où l'État met de l'argent, il trouve des milliards partout maintenant, c'est incroyable. Dès qu'il faut un milliard, il y a un milliard là. Donc, et il semblerait que l'inflation arrange l'État français, puisque au final, s'il y a 5, 6, 10, 15% d'inflation, dans 10 ou 15 ans, la dette, elle a disparu. C'est vrai ou pas ça? Alors, ça va le réduire en tout cas. Est-ce que c'est vrai? C'est pas aussi facile que ça, parce que déjà certaines mauvaises gens disent bah oui, ils s'en foutent parce que l'inflation va régler le problème de la dette. Oui, mais alors pour qu'on éradique totalement la dette, il faudrait que l'on ait une inflation de 10-15% pendant plusieurs années. Et si vous avez une inflation qui est installée à ce rythme-là, en fait, vous créez des foyers de tension sociale absolument incroyables, parce que qu'est-ce que révèle in fine l'inflation? L'in fine, c'est la valeur de la monnaie. Or, si vous avez une fuite, si vous avez une augmentation du prix ad vitam aeternam, vous ne croyez plus en la valeur de la monnaie. Et c'est ce qui fait le lien social premier, qui est la confiance, qui est sacralisée dans la monnaie, qui commence à se distancer. Ça, c'est les fameuses images de gens qui payaient leur baguette avec des brouettes pendant la guerre. Juste, on va regarder, vous parliez de l'impact sur les Français. Il y a des Français qui sont en véritable détresse. Regardez. Au début, je faisais un panier de courses pour environ 40-50 euros pour la semaine. Et là, on est passé sur du minimum 60 euros, 70 euros. Donc pour une semaine, ça fait beaucoup. Je suis désespérée parce que du coup, on essaie de trouver des solutions pour payer moins cher, essayer de dépenser moins d'argent possible futilement. Et donc, on est obligé de se priver sur certains trucs. Donc pas de sortie, pas de restaurant, et enfin pas de trucs payants, quoi. Alors nous, on a la chance d'être plutôt privilégiés, mais est-ce que vous, dans Chroniqueur, vous, cette hausse-là, que vous commencez à la ressentir? Moi, je vous avoue, le plein de scooter, maintenant, c'est 30 balles. Oui. C'est 10 balles de plus en espace de... Oui, la voiture aussi. Oui. Non, moi, ça fait beaucoup de peine d'entendre ça. Moi, je trouve cette dame, ça me touche énormément. Moi, je crois qu'il faudrait faire un effort national. Vous voyez, par exemple, quelques exemples. Les distributeurs, les grands magasins, ils devraient réduire leurs marges. Pendant une période donnée, si vous voulez. Hein. Et les banques, pareil, les frais bancaires, ils sont trop élevés, les frais bancaires. Voilà. C'est honteux. Il faudrait penser déjà à un effort national et que toutes ces personnes-là nous aident les Français. Vous pensez que c'est possible, ce genre de choses? Mais Bernard, il y a beaucoup d'aides déjà. Il y a énormément d'aides. Les banques, elles sont quand même... la marmotte elle-même aussi. connaît ça. Alors, justement, mais il faut voir dans ce cas l'évolution du coût de l'ensemble, enfin de tout ce que les banques elles-mêmes vont avoir en augmentation du coût, notamment pour des raisons de salaire, parce que les salaires forment une composante importante des coûts d'exploitation de la banque. Et donc, c'est un équilibre qui est à trouver. Oui, bien sûr, on peut demander une réduire les frais bancaires, une réduction des marges jusqu'au moment où on peut aller aussi jusqu'à l'idée du blocage des prix. Mais Bernard, je vous aime beaucoup, mais les frais bancaires, c'est pas l'essentiel. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils ont payé moins cher pour la nourriture. Mais tout est essentiel. Quand t'as pas d'argent, tout est essentiel. Les frais bancaires, bon, en plus, tu te tapes les frais bancaires. Prenez une néobanque, c'est à zéro. Mais la plus grosse énergie. Ce qui va pas, c'est qu'on nous dit que c'est la crise partout. Or, c'est pas vrai, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plein de gens, des millions de Français qui galèrent. Et de l'autre côté, il y a plein d'entreprises de grands groupes dont les bénéfices augmentent chaque année. Donc, est-ce qu'on ne peut pas forcer ces entreprises à augmenter, non pas les minima, mais tous les salaires proportionnellement à l'inflation? C'est ça la solution aussi. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui augmentent leurs bénéfices et ça, personne ne le dit. Si, il y a des gens qui le disent dans le débat politique. Il y en a quand même quelques-uns qui entonnent ces termes. Et alors, justement, il faut regarder comment évoluent relativement les prix des approvisionnements de l'ensemble des entreprises par rapport à leur prix de vente. Ce que l'on voit jusqu'à présent, c'est que l'augmentation des prix de vente, donc ce qui sort des usines, ce qui sort vraiment de la fabrique d'une entreprise, cette augmentation des prix de vente est moindre que ne l'est l'augmentation des prix des approvisionnements. Donc il y a déjà un peu de pincement sur les marges qui s'effectue. Après, on peut discuter de l'ampleur du mécanisme, hein, mais jusqu'à présent, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plutôt un amaigrissement des marges. Vous êtes chef d'entreprise? Oui. Est-ce que vous allez augmenter les salaires? Si mes bénéfices augmentent, oui, bien sûr. Mais c'est pas le cas. Mais oui, non, mais blague à part. Il y a des groupes où les bénéfices augmentent de manière exponentielle chaque année et on dit aux gens, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. C'est pas vrai. Quand vous avez un bénéfice de plus 100%, plus 50%, même plus 10%, et que l'inflation est de 5 ou 7%, il faut augmenter les gens de manière proportionnelle. Ça me paraît évident. Magali Verda, vous êtes chef d'entreprise également.
Est-ce que vous allez augmenter les salaires? Alors moi, tout ce qui est gestion, je m'en occupe pas. Ah bah bien sûr. Ça m'énerve. J'adore. Non, moi, perso, je laisse ça, mais... Alors, je repose ma question. Oui. Un salarié vient vous voir, dit voilà, cher Magali. Moi, voilà. s'il me fait gagner de l'argent, je lui en fais gagner. C'est voilà. normal. Attendez. C'est Voilà. logique. Bah oui. Gagner Voilà. des sous, t'en gagnes. Je me suis rendu compte que je dépensais 90 € de plus par mois. C'est concrètement ce qui a été calculé. Alors, c'est 90, 100, ça dépend. Pour certains, c'est d'ailleurs beaucoup plus. Je voudrais te compter de 100 € de plus par mois. Vous dites oui, vous dites non? Si ma société peut et je vois que moi aussi, que j'ai de la marge, oui, évidemment, je vais pas lui enlever 100 € le pauvre. Non, mais si, Ah non, il ne faut pas lui enlever, il vaut mieux le rajouter. Alors, Non, mais j'ai compris, mais dans son porte-monnaie, ça lui enlève quand même parce qu'il les dépense. Donc moi, si mon entreprise est en bénéfice, oui, je n'ai pas de problème à rajouter 100 € sur un salaire. C'est pas le bout du monde, 100 € pour une entreprise qui fait du bénéfice, on va pas se mentir. D'accord. Donc je peux demander à mon fils et à ma belle-fille qui bosse chez vous d'aller me voir dès lundi. Alors écoutez, déjà votre fils, bizarrement, tous les jours, il rate le train le matin. Oh non. Et oui, mais 2 heures par jour, il est au taquet. C'est bien. Non, je rigole, je l'aime. Je l'aime d'amour, je vous Julien. taquine. Voilà. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir un espoir? Est-ce que, alors, parler pompeusement, est-ce qu'on est dans une inflation qui est de la structurelle ou conjoncturelle? On dit, est-ce que ça va perdurer ou est-ce que ça va disparaître avec la fin de la guerre en Ukraine, avec les mesures des uns et des autres, avec l'Europe qui pourrait peut-être, pour une fois, travailler ensemble? Alors, il y a certains des éléments qui vont disparaître. Ce qui a fait que l'inflation est revenue, c'est parce qu'on a eu des pénuries qui ont été locales, qui se sont manifestées et qui ont amorcé la pompe, qui ont commencé à donner la mécanique inflationniste. De fait, on est passé d'ores et déjà dans le moment où cette mécanique est installée, où les hausses de prix occasionnent des hausses de coûts, les hausses de coûts vont occasionner à leur tour des hausses de prix. Donc c'est structurel, voilà. Donc voilà, on est en train de passer sur des éléments structurels, et parmi les éléments structurels, il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus lourds. C'est que pendant très longtemps, on a eu très peu d'inflation pour une raison très simple, c'est qu'on utilisait beaucoup la mondialisation. On allait s'approvisionner dans les pays en fonctionnant avec les bases. On a vu avec les masques. Et là, on a vu avec les masques. On a vu les problèmes de souveraineté que cela posait. Et on est en train quand même d'avoir plutôt une mécanique inverse. Et donc, la relocalisation, c'est plutôt quelque chose qui va être permissif pour avoir un peu plus de c'est une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Oui, mais il faudra être prêt à... C'est-à-dire qu'on est toujours un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on est consommateur, enfin, on se pense producteur, mais on est aussi consommateur. Et, alors, il y a une solution, c'est de monter des magasins anti-gaspi. On va regarder les images. À chaque passage au supermarché, il faut tenter de limiter le budget course. La date de péremption arrive bientôt. Certains magasins réduisent le prix. Ça fait des euros qu'on ne dépense plus, quoi. Pour respecter son budget mensuel, Caroline surveille les bonnes affaires avant même de se rendre au supermarché. Elle planifie les repas de la semaine en fonction des promotions en magasin. Et une fois le repas terminé, pas question de mettre les restes à la poubelle. Tout est conservé soigneusement au frigo. On essaye de rien jeter. Ça, honnêtement, on a vraiment progressé dans ce domaine-là. Des repas tout prêts, faciles à réchauffer sur les pauses du midi. De quoi gagner du temps et éviter le gaspillage. Quand on voit ces images, on se dit que la solution, c'est la solidarité, globalement. Oui, pour s'en sortir, pour limiter l'inflation. En tout cas, c'est de la sobriété. C'est effectivement un usage qui est beaucoup plus raisonné. Il y a déjà une part de ce qui est très bien évoqué, là, une dimension de chasse au gaspillage quand même assez importante. C'est une manière de préserver son pouvoir d'achat. Et je pense que l'inflation, ça amène aussi de la responsabilisation individuelle. Alors, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, mais certains économistes et historiens vous expliquent que, en fait, derrière la guerre, il y a toujours une forte croissance et que tout ça va disparaître après la fin de la guerre en Ukraine. Oui, on peut toujours espérer ça. Enfin, il y aura peut-être une forte croissance en Ukraine pour reconstruire. On va tous aller reconstruire, il y a toutes les entreprises. Il faudra reconstituer. De fait, l'inflation est beaucoup plus un destructeur de croissance qu'un réalisateur de croissance. Donc peut-être qu'on peut espérer après, mais il y a déjà le moment dur qui est à passer, qui est celui que l'on compte quoi, 1 ou 2 ans encore? Oui, à peu près. Oui. Ou 2 ans. Alors là, si vous voulez, le prix des carburants va pas forcément à nouveau augmenter. Il a franchi une marche d'escalier majeure, mais il risque de rester élevé pendant un moment.